Imaginez donner toute votre vie et découvrir que tout n'était qu'un mensonge. Inspiré de faits réels, Julien n'avait que 16 ans lorsque son existence bascula à jamais. Son frère cadet, Mathieu, fut victime d'un accident qui le laissa prétendument invalide. Les médecins avaient affirmé qu'il ne marcherait plus jamais, et ces mots s'étaient inscrits dans l'esprit de toute la famille comme une sentence irrévocable. Alors que d'autres jeunes rêvaient d'études, de voyages ou d'amour à construire, Julien fit un choix radical, consacrer toute son existence à s'occuper de son frère. Au début, cela paraissait un acte noble et héroïque. Sous le soleil brûlant ou sous la pluie glaciale, il poussait la chaise de Mathieu. Il apprit à cuisiner pour lui, à gérer ses médicaments et alla jusqu'à renoncer à de meilleurs emplois afin de rester toujours à ses côtés. Peu à peu, Mathieu devint le centre absolu de son univers, la raison même de son souffle quotidien. Les années passèrent, et les amis de Julien disparurent les uns après les autres. Certains l'admiraient en silence, d'autres le plaignaient, mais personne ne pouvait réellement comprendre le poids de ce fardeau. Jamais il ne se plaignait, même si, la nuit, il pleurait en cachette, se demandant s'il aurait un jour le droit de penser à lui-même. Chaque matin pourtant, il se relevait avec la même détermination, continuait à prendre soin de son frère. Le temps, implacable, emporta ses chances. Julien refusa d'étudier à Lyon pour ne pas laisser Mathieu seul. Il renonça à des amours sincères, car aucune femme n'acceptait de vivre dans l'ombre d'un frère invalide. Sa vie se réduisit à une routine de sacrifice, où ses propres rêves restaient toujours repoussés. Pourtant, il trouvait un semblant de consolation dans une idée, « Mon frère a besoin de moi. Tout ce que je fais a du sens car je lui rends sa dignité. » Cette conviction le maintenait debout, même lorsque sa santé commença à affaiblir et que ses forces l'abandonnaient. La maison de Dijon se transforma peu à peu en prison invisible. Les mêmes repas, les mêmes médicaments, les mêmes silences. Parfois, Mathieu paraissait froid, presque distant, comme s'il ne reconnaissait pas l'ampleur du sacrifice reçu. Mais Julien préférait croire qu'il s'agissait seulement d'une manière de cacher sa douleur. Dans le quartier, les rumeurs circulaient. Certains disaient que Mathieu abusait de la bonté de son frère. D'autres le défendaient, affirmant qu'il n'était pas responsable de son état. Julien, lui, refusait d'écouter. Ce qui comptait à ses yeux, c'était de tenir sa promesse, ne jamais abandonner Mathieu. Cependant, de petits détails commencèrent à troubler Julien. Certaines nuits, il crut entendre des bruits étranges dans la chambre de son frère, comme le pas rapide de quelqu'un. Il tenta de se convaincre qu'il s'agissait de son imagination, fruit du surmenage. Un après-midi, en l'aidant à passer de la chaise au lit, il sentit un infime mouvement dans les jambes de Mathieu. À peine un tremblement, mais suffisant pour semer le doute. Et s'il avait encore des réflexes, pensa-t-il, cherchant aussitôt à se rassurer. Pourtant, cette suspicion resta gravée dans son cœur. Julien ne voulait pas l'admettre, mais quelque chose lui murmurait que les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas. Sa vie entière, offerte comme un sacrifice, pouvait reposer sur un mensonge plus grand qu'il n'aurait jamais imaginé. Les années défilèrent. Les anniversaires oubliés, les amitiés éteintes, les amours perdus. L'existence de Julien se réduisit à l'ombre de celle de Mathieu. Même s'il essayait parfois de se convaincre qu'il avait fait le bon choix, la solitude le rongeait lentement. Plusieurs fois, il pensa à abandonner. Il se demanda « À quoi sert ma vie si elle n'est que le prolongement de celle d'un autre ?» Mais les yeux supposément impuissants de son frère le ramenaient toujours à son devoir. Dans le voisinage, on l'appelait le martyr de la rue Saint-Benoît. Certains voyaient en lui un héros, d'autres un naïf. Julien se cramponnait à son rôle, persuadé que personne d'autre n'était capable d'accomplir ce qu'il faisait. Mais la frontière entre le sacrifice et l'esclavage commença à s'effacer. Il ne savait plus s'il s'occupait de son frère par amour ou simplement parce qu'il avait oublié comment vivre autrement. Chaque jour n'était plus qu'une répétition du précédent. Julien se levait avant l'aube pour préparer le petit déjeuner de Mathieu, vérifier ses pansements, ajuster ses sondes. Son rythme de vie tout entier se pliait aux besoins de son frère. Il n'y avait plus de place pour lui, pour ses projets, pour un avenir. Son corps fatigué, son visage marqué, reflétait les années de dévouement. Les gens l'admiraient, mais leurs mots sonnaient creux. L'admiration n'effaçait pas l'épuisement, ni les nuits blanches. Les petites anomalies se multiplièrent. Une chaise déplacée, un peu de poussière montrant un déplacement inhabituel, une porte refermée doucement à des heures improbables. Julien les justifiait par son propre épuisement, préférant croire à des accidents plutôt qu'à une vérité dérangeante.
Mais vivre avec le doute le consumait encore plus que les tâches quotidiennes. Un soir, assis dans la cuisine, les mains tremblantes, il comprit qu'il ne pouvait plus se fier uniquement à sa volonté. Il fallait observer. Son monde construit autour de Mathieu ne tenait plus qu'à un fil. Et si la vérité se révélait différente, tout pouvait s'effondrer. Ce fut le début d'une vigilance silencieuse qui allait l'user bien plus qu'il ne l'imaginait. Au fil des semaines, Julien mit en place de petites épreuves discrètes. Il laissait un verre bien en évidence, déplaçait légèrement une couverture, notait la position exacte de certains objets pour vérifier si quelque chose changeait en son absence. Chaque fois qu'il entrait dans la chambre, son cœur battait plus fort, partagé entre la peur et l'espoir. Et, de plus en plus souvent, il retrouvait ces objets déplacés, les draps froissés d'une manière qui ne correspondait pas à l'immobilité supposée de Mathieu. Peu à peu, l'incrédulité se transforma en stupeur. Julien décida aussi de consulter les factures et l'historique des appels du téléphone de la maison. Il ne cherchait pas à espionner par malveillance, mais à comprendre si des indices lui avaient échappé. Il découvrit des reçus de courses faits dans un marché de Bonne-à-des-Heures où, selon toute logique, Mathieu ne pouvait pas y être allé seul. Ces incohérences s'ajoutaient les unes aux autres, comme les pièces d'un puzzle qu'il n'avait jamais osé assembler. Les voisins, eux, chuchotaient. Certains affirmèrent timidement avoir croisé Mathieu debout, accompagné d'un inconnu, dans les ruelles proches. Mais personne n'osait s'impliquer. Lorsque Julien entendit ces confidences, il sentit monter en lui une honte mêlée de colère. Pourquoi personne ne lui avait rien dit plus tôt? Combien de temps avait-il été l'unique spectateur aveugle d'une pièce montée par son propre frère? Déterminé à en avoir le cœur net, il se tourna vers un vieil ami de confiance, Luc, qui connaissait un peu la technique des caméras discrètes. Ensemble, ils installèrent un petit dispositif, légal et discret, dans un coin de la maison. Julien n'y voyait pas un geste de trahison, mais une nécessité vitale pour sortir de cette incertitude qui le détruisait. L'attente, ensuite, fut interminable. Chaque heure paraissait durer une journée entière. Puis vint la nuit où la vérité éclata. L'image était d'une banalité cruelle. On y voyait Mathieu se lever de sa chaise, poser calmement un pied devant l'autre, marcher lentement vers la porte, l'ouvrir, puis disparaître dans la nuit. Rien de spectaculaire, et pourtant, pour Julien, ce fut un coup de poignard. Les preuves étaient là, indiscutables. Son frère, prétendument invalide depuis plus de 20 ans, pouvait se tenir debout et sortir par ses propres moyens. Julien visionna la scène encore et encore, incapable de détourner les yeux. Chaque seconde de vidéo lui rappelait une nuit blanche, un rêve sacrifié, une opportunité abandonnée. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce qu'il avait donné, tout ce qu'il avait perdu, semblait désormais soutenu par un mensonge qui le réduisait à l'état de marionnette d'une comédie cruelle. La douleur fut si violente qu'il dut s'asseoir, le souffle court. Ce n'était pas seulement la découverte du geste de son frère, c'était le poids des décennies qui s'effondraient sur lui. Ses sacrifices n'étaient plus une preuve d'amour, mais les fondations d'une trahison. Pourtant, il savait qu'il ne pouvait pas céder à la rage. Il lui fallait réfléchir, préparer la confrontation avec sang-froid. Alors il commença à rassembler les preuves, dates, vidéos, incohérences, témoignages murmurés du voisinage. Il ne voulait pas détruire sa famille dans une explosion de colère irréfléchie. Mais il ne pouvait plus non plus continuer à vivre sous l'emprise de ce mensonge. Les nuits suivantes furent insupportables. Julien errait dans la maison silencieuse, hanté par une seule question. Pourquoi? Pourquoi Mathieu avait-il choisi de lui cacher la vérité? Était-ce par peur, par honte, par intérêt? Ou simplement parce qu'il avait compris que son frère ne cesserait jamais de se sacrifier pour lui? Chaque fois qu'il croisait Mathieu au petit matin, immobile dans sa chaise comme si rien n'avait changé, un frisson glacé lui parcourait le dos. Julien savait désormais que cette image n'était qu'un masque. Et plus le temps passait, plus il sentait qu'il approchait du moment inévitable où ce masque devrait tomber. Julien décida que le silence ne pouvait plus durer. Il fixa une date, un moment où il affronterait enfin son frère avec des preuves tangibles. Il passa plusieurs soirées à préparer un dossier, les vidéos copiées, les factures suspectes, les notes prises sur les déplacements étranges. Tout était rangé dans une chemise qu'il gardait près de lui comme une arme nécessaire. Le matin choisi, il entra dans la chambre de Mathieu avec une étrange sérénité, presque glaciale. Il posa la chemise sur la table, face à lui, et resta debout, les bras croisés. Mathieu leva les yeux, surpris par l'attitude inhabituelle de son frère.
Il faut qu'on parle, dit Julien d'une voix ferme. Le silence qui suivit pesa comme un mur. Julien ouvrit la chemise et étala les preuves une à une, les vidéos montrant Mathieu debout, les reçus de Beaune, les petits détails accumulés pendant des mois. À chaque document, le visage de Mathieu se crispait un peu plus, sans qu'il ose prononcer un mot. « Explique-moi, » reprit Julien, la voix tremblante d'émotion mais déterminée. « Dis-moi pourquoi tu as fait ça. » Mathieu garda le silence quelques secondes, le regard fuyant. Puis, enfin, il parla d'un ton bas, presque mécanique. « Oui, j'ai marché. J'ai gardé ça pour moi. » Julien sentit une brûlure dans sa poitrine. Il s'assit lentement, fixant son frère comme s'il le voyait pour la première fois. « Pendant toutes ces années, tu m'as laissé croire que tu étais prisonnier de ce fauteuil. Tu m'as vu sacrifier ma vie entière, et tu n'as rien dit ?» Mathieu inspira profondément, cherchant ses mots. « J'avais peur, murmura-t-il. Peur que si je guérissais, tout change. Peur de ne pas savoir vivre autrement. Et puis, tu étais là. Tu me donnais tout. C'était plus facile de rester ainsi. » Les paroles tombèrent comme des coups de couteau. Julien sentit ses mains trembler. « Plus facile ?» répéta-t-il, la voix brisée. « Tu as pris ma jeunesse, mes rêves, mes amours. Tu m'as pris tout ce que j'avais à offrir. » Mathieu ne répondit pas. Ses yeux restaient baissés, incapable de soutenir le regard de son frère. L'air de la pièce semblait irrespirable. Julien comprit que la confrontation n'apporterait pas toutes les réponses qu'il attendait. La blessure était trop profonde et les justifications trop vagues. Ce qu'il voyait devant lui n'était plus seulement un frère, mais l'homme qui avait transformé son existence en un sacrifice inutile. Ce jour-là, pour la première fois en 20 ans, Julien se leva sans préparer le petit déjeuner, sans ajuster les couvertures, sans vérifier les médicaments. Il sortit de la maison de Dijon et marcha longtemps dans les rues, le regard perdu. Chaque pas résonnait comme une libération douloureuse. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire. Mais une certitude grandissait en lui, il ne pouvait plus continuer à vivre dans ce mensonge. Son avenir, quel qu'il soit, devait commencer loin de cette prison invisible. Tout autour de lui semblait s'écrouler. Pendant ce temps, Julien rassemblait de nouvelles preuves, des témoignages de voisins ayant vu Mathieu marcher dans la rue, des vêtements inadaptés à une personne totalement dépendante, et des enregistrements confirmant des sorties occasionnelles. Chaque nouvel élément de preuve menait à la même conclusion. La version officielle ne correspondait pas aux faits. Cette accumulation d'indices donna à Julien la force de ne pas se laisser dominer par le seul chagrin, mais d'agir avec des arguments solides. Avec les bons conseils, il comprit qu'il devait également protéger ses intérêts juridiques et financiers. Après des décennies de sacrifices, la possibilité que des décisions aient été prises à son insu le forçait à se préparer au pire. Il ne cherchait pas la vengeance, mais la justice et la préservation de tout ce qu'il avait construit au fil des ans. Il consulta un avocat pour savoir comment agir au cas où ses mensonges auraient des répercussions financières ou patrimoniales. Cette prudence lui permit de se sentir moins vulnérable face à l'incertitude. Les répercussions dans le quartier furent immédiates, les visites, les questions et les regards changèrent radicalement son quotidien. Julien n'était plus seulement l'aidant anonyme, il est devenu l'homme exigeant des réponses. Ce changement lui a redonné une partie de la voix qu'il avait perdue au milieu des repas et des soins constants. Bien que douloureux, ce mouvement public lui a donné, pour la première fois depuis des années, un sentiment de contrôle. Cependant, la blessure la plus profonde n'était ni sociale ni juridique. C'était la rupture intime avec Mathieu, la fracture d'une confiance entretenue pendant des décennies. Julien comprenait que, même avec des preuves et des décisions rationnelles, la reconstruction personnelle serait longue et douloureuse. Révéler la vérité ne suffisait pas, il devait apprendre à vivre avec ou prendre ses distances pour guérir. En fin de compte, le choix dépendrait de sa dignité et de la possibilité de reprendre une vie trop longtemps repoussée. La tension a culminé à un moment décisif. Julien a déclaré qu'il ne pouvait plus être prisonnier d'un mensonge qui consumait son existence et a exigé des explications claires de Mathieu devant toute la famille. Mathieu, acculé, a offert une version fragmentée. Il a parlé de la peur, de la honte et du ressentiment qu'il nourrissait en silence. Il a admis avoir entretenu cette mascarade, mais n'a offert ni réconfort ni regret à la hauteur des dommages causés. Ces confessions incomplètes n'ont pas suffi à apaiser la colère et la douleur qui brûlaient en Julien. Les nuits suivantes furent un tourbillon de pensées et de projets. Julien était confronté au dilemme du pardon ou de la distance. Pardonner signifiait accepter la blessure sans garantie,
et s'éloigner signifiait renoncer à des années de soins qui avaient également défini son identité. Les deux options étaient douloureuses, mais Andrés comprenait qu'il devait donner la priorité à sa santé mentale et à son avenir. Il a pris des mesures concrètes pour réorganiser sa vie et réduire la dépendance qui l'enchaînait à ce mensonge. Il a commencé à chercher du soutien en dehors de son cercle familial, groupe de soutien, thérapie et activités qui l'ont aidé à reconstruire son estime de soi. Petit à petit, par petites victoires, il a retrouvé son espace personnel, une promenade quotidienne, un cours du soir, de courtes sorties qui lui semblaient auparavant impossibles. Chaque petite victoire lui rendait une part de lui-même qu'il pensait avoir perdue. Cependant, la blessure avec Mathieu ne s'est pas refermée immédiatement. Les conversations restaient difficiles, et certains jours, la rage le submergeait. Julien dut apprendre à contrôler ses pulsions et à trouver des chemins qui ne l'alimenteraient pas. Dissocier l'histoire de l'aidant de celle de l'homme trahi exigeait du temps et des décisions fermes, qu'il acceptait d'affronter avec patience. Le chapitre se clôtura avec une détermination sereine. Julien décida de reconstruire sa vie avec des limites claires, n'ouvrant la porte à la réconciliation qu'à la condition d'un véritable repentir et de changements concrets. Ce ne serait pas facile, mais il préférait préserver sa dignité plutôt que de rester enchaîné à un mensonge qui le consumait. Fort de cette détermination, il s'engagea vers un nouveau départ, sachant que la vérité, aussi douloureuse fût-elle, lui avait redonné la liberté de décider. Mais un détail marqua le véritable tournant. Un soir, alors qu'il se levait pour boire de l'eau, tout autour de lui semblait s'écrouler. Pendant ce temps, Julien rassemblait de nouvelles preuves, des témoignages de voisins ayant vu Mathieu marcher dans la rue, des vêtements inadaptés à une personne totalement dépendante, et des enregistrements confirmant des sorties occasionnelles. Chaque nouvel élément de preuve menait à la même conclusion. La version officielle ne correspondait pas aux faits. Cette accumulation d'indices donna à Julien la force de ne pas se laisser dominer par le seul chagrin, mais d'agir avec des arguments solides. Avec les bons conseils, il comprit qu'il devait également protéger ses intérêts juridiques et financiers. Après des décennies de sacrifices, la possibilité que des décisions aient été prises à son insu le forçait à se préparer au pire. Il ne cherchait pas la vengeance, mais la justice et la préservation de tout ce qu'il avait construit au fil des ans. Il consulta un avocat pour savoir comment agir au cas où ses mensonges auraient des répercussions financières ou patrimoniales. Cette prudence lui permit de se sentir moins vulnérable face à l'incertitude. Les répercussions dans le quartier furent immédiates, les visites, les questions et les regards changèrent radicalement son quotidien. Andrés n'était plus seulement l'aidant anonyme, il est devenu l'homme exigeant des réponses. Ce changement lui a redonné une partie de la voix qu'il avait perdue au milieu des repas et des soins constants. Bien que douloureux, ce mouvement public lui a donné, pour la première fois depuis des années, un sentiment de contrôle. Cependant, la blessure la plus profonde n'était ni sociale ni juridique, c'était la rupture intime avec Mathieu, la fracture d'une confiance entretenue pendant des décennies. Julien comprenait que, même avec des preuves et des décisions rationnelles, la reconstruction personnelle serait longue et douloureuse. Révéler la vérité ne suffisait pas, il devait apprendre à vivre avec ou prendre ses distances pour guérir. En fin de compte, le choix dépendrait de sa dignité et de la possibilité de reprendre une vie trop longtemps repoussée. La tension a culminé à un moment décisif. Julien a déclaré qu'il ne pouvait plus être prisonnier d'un mensonge qui consumait son existence et a exigé des explications claires de Mathieu devant toute la famille. Mathieu, acculé, a offert une version fragmentée. Il a parlé de la peur, de la honte et du ressentiment qu'il nourrissait en silence. Il a admis avoir entretenu cette mascarade, mais n'a offert ni réconfort ni regret à la hauteur des dommages causés. Ces confessions incomplètes n'ont pas suffi à apaiser la colère et la douleur qui brûlaient en Julien. Les nuits suivantes furent un tourbillon de pensées et de projets. Julien était confronté au dilemme du pardon ou de la distance. Pardonner signifiait accepter la blessure sans garantie, et s'éloigner signifiait renoncer à des années de soins qui avaient également défini son identité. Les deux options étaient douloureuses, mais Andrés comprenait qu'il devait donner la priorité à sa santé mentale et à son avenir. Il a pris des mesures concrètes pour réorganiser sa vie et réduire la dépendance qui l'enchaînait à ce mensonge. Il a commencé à chercher du soutien en dehors de son cercle familial, groupe de soutien, thérapie et activités qui l'ont aidé à reconstruire son estime de soi. Petit à petit, par petites victoires, il a retrouvé son espace personnel, une promenade quotidienne, un cours du soir, de courtes sorties qui lui semblaient auparavant impossibles. Chaque petite victoire lui rendait une part de lui-même qu'il pensait avoir perdue.
Cependant, la blessure avec Mathieu ne s'est pas refermée immédiatement. Les conversations restaient difficiles, et certains jours, la rage le submergeait. Julien dut apprendre à contrôler ses pulsions et à trouver des chemins qui ne l'alimenteraient pas. Dissocier l'histoire de l'aidant de celle de l'homme trahi exigeait du temps et des décisions fermes, qu'il acceptait d'affronter avec patience. Le chapitre se clôtura avec une détermination sereine. Julien décida de reconstruire sa vie avec des limites claires, n'ouvrant la porte à la réconciliation qu'à la condition d'un véritable repentir et de changements concrets. Ce ne serait pas facile, mais il préférait préserver sa dignité plutôt que de rester enchaîné à un mensonge qui le consumait. Fort de cette détermination, il s'engagea vers un nouveau départ, sachant que la vérité, aussi douloureuse fût-elle, lui avait redonné la liberté de décider. Mais un détail marqua le véritable tournant. Un soir, alors qu'il se levait pour boire de l'eau, Julien aperçut Mathieu debout dans la cuisine, marchant normalement. Le monde s'écroula sous ses pieds. Tous ses sacrifices, toutes ces années, balayées par la certitude glaciale d'une trahison froidement contenue. Il ne l'a pas affrontée immédiatement. Il a observé en silence et a constaté que son frère marchait chaque fois qu'il pensait ne pas l'être. La douleur devint alors insupportable. Lors de la confrontation, Mathieu finit par admettre qu'il avait retrouvé sa mobilité bien avant, mais qu'il avait choisi de cacher la vérité par peur de perdre l'attention et l'affection. Pour Julien, ce fut le verdict final. Des années de vie qui lui avaient été volées par un égoïsme cruel. Ce jour-là, le lien entre les frères fut brisé à jamais. Mais dans la douleur, une force nouvelle émergea. Julien décida de quitter le foyer familial. Chaque pas qu'il fit était un acte de libération. Sans diplôme, sans carrière précise, il affronta l'incertitude avec le courage forgé par le sacrifice. Petit à petit, il se reconstruisit, trouva des emplois modestes, noua de nouvelles amitiés sincères et apprit à rêver à nouveau. La trahison de Mathieu marqua son passé, mais ne définissa pas son destin. Julien transforma la douleur en force, la déception en liberté. Il apprit que se préserver est aussi un acte d'amour. Dans les années qui suivirent, il regarda en arrière sans haine, seulement avec la certitude d'avoir choisi de renaître alors que son frère restait prisonnier du mensonge. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirées de faits réels qui nous rappellent la force de l'âme humaine. Même au cœur des plus grandes trahisons, il existe un chemin vers la liberté.